d'enlèvement signalés ces derniers jours dans la capitale. Après l'examen minutieux de 18 cas suspects, les autorités affirment qu'aucun ne s'est révélé avéré. Destitution et radiation de Willy Michiki de ses fonctions de président du conseil de sages de la CNVDP Wazalendo, une décision radicale qui fait suite aux propos tenus par ce dernier lors de la sortie médiatique après les dernières attaques des Goma. Nouveau journal sur SVTV, bienvenue à tous. Dans l'actualité, la dynamique de reddition de combattants de la milice Mobondo se poursuit dans la zone opérationnelle Ngemba dans la province de Mai-Ndombe. Plusieurs éléments de ce groupe armé ont récemment déposé les armes devant les forces armées de la République démocratique du Congo, remettant notamment un lot d'armes de guerre lors d'une cérémonie organisée au village de Kinsele dans les territoires de Kwamut. Plus de détails avec le capitaine Anthony Manuchai, porte-parole des opérations Ngemba dans la région. Il est joint par David Ntonansima. Le commandement des opérations Ngemba informe l'opinion nationale de la poursuite du processus de reddition des éléments de la rébellion Mobondo dans l'ensemble de la zone opérationnelle Ngemba. Dans la continuité de la dynamique enclenchée en janvier dernier par son Excellence Eliezer Ntambwe Mposhi, ministre délégué à la Défense en charge des anciens combattants, plusieurs combattants Mobondo continuent de déposer volontairement des armes et de se rendre aux forces armées de la République démocratique du Congo. Ainsi donc, en date du jeudi 12 mars 2026, une nouvelle reddition a été enregistrée au village Kinsele situé sur la route nationale numéro 17 dans les territoires des Kwamut, province du Mai-Ndombe. Au cours de cette opération, 16 armes de guerre ont été remises aux FARDC, notamment un mitrailleur PKM, du fusil d'assaut de type AK-47, 5 armes de fabrication locale appelées calibre 12, ainsi qu'une quantité importante de munitions de guerre. La cérémonie de remise s'est déroulée en présence d'une délégation des 10 ministères venus constater l'effectivité de cette reddition. Le commandement des opérations Ngemba salue cet acte posé par les combattants ayant choisi la voie des redditions et réitère son appel à l'ensemble des éléments Mobondo encore actifs dans la zone à emboîter les pas à leurs compagnons en déposant leurs armes. Le commandement militaire tient à préciser que les redditions enregistrées jusqu'à présent sont considérées comme sincères et suivies avec la plus grande vigilance opérationnelle afin d'écarter toute tentative de manœuvre visant à favoriser une réorganisation des groupes armés dans notre zone opérationnelle. L'armée loyaliste réaffirme sa détermination à poursuivre les opérations de stabilisation dans la zone jusqu'au rétablissement complet de l'autorité de l'État. Je l'ai dit en titre, la Coalition nationale des volontaires pour la défense de la patrie, CNVDP Wazalendo, groupe armé congolais engagé contre l'agression rwandaise en République démocratique du Congo, a prononcé la destitution et la radiation de Willy Michiki de son poste de président du Conseil de sages. La décision signée à Kinshasa par les coordinateurs nationaux, le professeur docteur Dadi Saleh, fait suite à des déclarations jugées incontrôlées et nuisibles diffusées la veille sur TV5 Monde, dans lesquelles Michiki affirmerait que le Wazalendo s'organisait depuis le parc national des Virunga pour reprendre Goma. La coalition, effectivement, de volontaires pour la défense de la patrie à Wazalendo, le VDP, nous lui reprochons parce qu'on l'a fait aussi physiquement. Il était le président du conseil du collège des sages et nous le respectons énormément. Mais bon, malheureusement, je pense qu'on lui reproche le fait qu'il prenait des paroles d'une façon intempestive, sans permission, sans demander, sans poser la question à qui que ce soit, et qu'effectivement, il disait ce qui ne nous concerne pas. Ça ne concernait pas du tout le mouvement. On le lui a reproché physiquement à plusieurs reprises, mais il a continué. Donc, nous pensons qu'il devenait un frein largement au mouvement des Wazalendo, surtout qui se base sur terrain, où on a des gens qui souffrent, qui meurent pour la nation, et que effectivement, il y a carence de transparence dans tout ce qu'il fait. Je suis le coordonnateur national de la coalition, c'est-à-dire c'est moi qui prends la parole normalement. Si ce n'est pas moi, c'est le porte-parole, parce qu'on a des porte-paroles. C'est ça nos règles, effectivement. Bon, mais malheureusement, il s'est donné la parole. On lui a reproché plusieurs fois.
sans succès. Mais aussi, comme on vient de le dire, il y a le fond, c'est que on ne communique pas n'importe comment sur nos positions, parce que nous avons le FARDC, on doit respecter le chef des armées. Quand on mène une guerre, ce n'est pas tout le monde qui doit communiquer sur les éléments des guerres, que ça soit vrai ou bien que ça soit faux. Et malheureusement, il dit tellement des choses qui ne sont pas du tout vraies, ce qui fait que ça a mis les mouvements totalement en danger et c'est contraire effectivement à nos règles dans ce sens-là et même à nos règles de combat. Également dans l'actualité, le gouvernement congolais tire la sonnette d'alarme. Une nouvelle menace insurrectionnelle émerge dans le Haut-Katanga. Selon les autorités, ces mouvements qui présenteraient de liens étroits avec l'AFC M23 semblent s'appuyer sur des éléments locaux issus de Bakata-Katanga. Face à l'insurrection, pendant que les attaques menées par les éléments de la coalition CRP-Zaïre sont également tenues en échec par les FARDC et entraînent leur dissimulation dans des camps des déplacés en Ituri, il s'est observé l'incubation du mouvement insurrectionnel en lien probable avec l'AFC M23, assimilé au groupe armé Bakata-Katanga dans le Haut-Katanga, marqué par la dernière incursion dans le quartier général du parc national du Pemba et la localité de Lusinga, un indice considérable. En dépit de l'intoxication de la coalition d'agression rwandaise visant sa soustraction aux accords de cessez-le-feu, nos forces armées restent déterminées à défendre l'intégrité territoriale dans le respect du droit international humanitaire. Dans un même chapitre, le gouvernement congolais monte au créneau pour démentir la vague d'enlèvement signalée ces derniers jours dans la capitale. Après examen minutieux des 18 cas suspects, les autorités affirment qu'aucun ne s'est révélé avéré, balayant d'un revers de main ce qu'elles qualifient de simples rumeurs destinées à semer l'insécurité dans l'esprit des Kinois. Le vice-premier ministre, réagissant à la communication du président de la République, a informé les conseils des résultats du travail du commissariat provincial de la police ville de Kinshasa qui, à travers le groupe des luttes contre la criminalité et les stupéfiants, a examiné 18 cas portés à sa connaissance pour la période allant du 23 janvier 2026 à ce jour. Il ressort globalement que ces cas relèvent plus de rumeurs que de la réalité au regard de cas qui ont été examinés. Étant donné que tous les cas de kidnapping enregistrés jusque-là ne sont pas avérés, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a tenu à ce que la population soit informée sur la circulation des fausses rumeurs autour du phénomène kidnapping, en évoquant quelques cas pour illustration et en mettant en garde toute personne qui s'adonnerait à ces grossiers montages. Aussi, serait-il souhaitable de mettre en contribution les mouvements associatifs, les artistes et les troupes théâtrales pour sensibiliser la population contre la propagation des fake news et des faux bruits. Le gouvernement puisse renforcer les capacités stratégiques et opérationnelles des directions, services et unités de la police et en charge de la prévention et la répression. Effet des sanctions de USA contre le Rwanda, l'Union européenne a pris la résolution de ne pas étendre son assistance financière au-delà de la date d'expiration prévue au mois de mai 2026. Cette décision marque un tournant décisif dans le financement de forces rwandaises engagées dans la mission de maintien de la paix au Mozambique. Richard Pinda, cadre de l'UDPS, salue la décision prise par l'Union européenne. À l'en croire, c'est le fruit d'une diplomatie agissante initiée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Mon avis, c'est que aujourd'hui, ce que nous avons appelé dans le temps une diplomatie agissante qui a consisté d'abord dans un premier temps à faire entendre la voix de la République démocratique du Congo comme étant un État fonctionnel et organisationnel sur le plan international. Rappelez-vous que la République démocratique du Congo était une province du Rwanda. Toute décision était prise par le Rwanda. Et donc aujourd'hui, faire reconnaître l'agression de la République démocratique du Congo à la communauté internationale, c'est la conséquence même de ce que j'ai dit tout à l'heure, que j'ai appelé une diplomatie agissante. Et par de suite, nous avons aujourd'hui la sanction qui consisterait ou qui poursuit l'objectif de fragiliser l'implication du Rwanda ou des acteurs qui sont à côté du Rwanda, entre autres l'armée rwandaise,
à la déstabilisation de la République démocratique du Congo. Moi, je ne peux que saluer parce que nous avons envisagé cela et qu'aujourd'hui ça arrive. Ce n'est que, comment dire, coup de chapeau au président de la République parce qu'il a permis, à travers la dame Kai Kwamba, pour qu'on arrive au résultat que nous avons aujourd'hui. Débat sur le changement ou révision de la Constitution, une question qui divise la classe politique en République démocratique du Congo. L'évangéliste Roger Baka donne son avis. Pour lui, l'heure n'est pas encore aux décisions politiques, mais à l'expertise. Il appelle les autorités à laisser les scientifiques mener les débats afin d'éclairer et sensibiliser la population avant toute initiative majeure. Les uns et les autres n'ont que le droit de prendre la position qu'ils prennent, tant pour ceux qui veulent la modification ou la révision, et ceux qui refusent. Mais tout simplement, je voudrais dire ceci, c'est qu'il y a des procès d'intention. Il y a des soupçons selon lesquels les régimes en place voudraient profiter de cette occasion pour s'offrir la possibilité de continuer à gérer le pays, ce qui est logique dans le parti politique. Le plus important, c'est d'obtenir le pouvoir, la conquête et de le gérer le plus longtemps possible. Ce sont des bonnes guerres. L'opposition estime aussi que s'il laisse cette affaire aller comme ça, il y a un certain nombre de leaders politiques qui seront évincés et qui vont se retrouver en dehors du périmètre politique. Moi, je crois qu'il ne s'agit pas d'inciter la population à la haine, d'inciter la population à la dictature. C'est une question de faire asseoir les spécialistes, qu'on réfléchisse et qu'ils nous fassent comprendre quel est le bien fondé de la révision, quel est le bien fondé de la modification et quel est le bien fondé du changement. La population va comprendre parce que vous savez que nous devons nécessairement retourner à la base. C'est le référendum populaire. La population doit se prononcer. Mais la population va se prononcer sur base de quelle information ? Il ne doit pas y avoir de menaces. On ne doit pas parler de la révision constitutionnelle ou du changement comme un dictat qu'on impose à la population. Non, on doit faire comprendre à la population. Mais que les opposants sachent que ce n'est pas le meilleur moment pour eux de profiter pour pouvoir dire à la population, s'il y a ça, nous allons nous soulever. Ce n'est pas ça. Laissez le scientifique nous amener dans un débat intellectuel qui pourra donner l'information à la population et savoir quelle décision prendre. Moi, en tant que pasteur, nous attendons que ces gens viennent nous consulter aussi pour que nous puissions expliquer la base, si c'est bien, c'est mauvais, ce qui n'est pas important, mais est-ce que c'est avantageux pour le pays pour que nous puissions avancer? Et dans le reste de l'actualité, le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, devra se rendre au Sénégal dans un avenir proche pour accélérer la relance de la coopération et le commerce avec le pays de la Teranga. C'est dans cette optique qu'il a échangé avec l'ambassadeur de la RDC au Sénégal. La mise en place des stratégies concrètes et réalistes pour relancer la coopération économique et commerciale entre la République démocratique du Congo et le Sénégal, et ce, dans le cadre de la commission mixte, a été au centre d'une réunion technique ce jeudi à Kinshasa entre le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kahongya, et l'ambassadeur de la RDC au Sénégal, Christophe Muzungu Kabemba. Déjà fin avril, le ministre du Commerce extérieur est attendu à Dakar pour accélérer la relance de cette coopération, et il est également invité à la foire internationale de Dakar, prévue en décembre 2026, afin d'entendre les diplomates congolais, tout en ajoutant que le partage d'expériences dans plusieurs filières, dont la mode, les textiles et les chaussures, sera au centre de cette coopération. Nous avons échangé avec le ministre sur la grande commission mixte RDC-Sénégal, la commission qui est quelque peu enveilleuse depuis plus de 26 ans, qu'il faut redynamiser avec le ministre. Les échanges commerciaux et économiques entre le Sénégal et la RDC doivent reprendre. Le ministre a toujours été pour la redynamisation de nos relations, pas seulement avec Dakar, avec tous les pays du monde. Et il est d'accord de mettre en place un calendrier et voir avec le ministère des Affaires étrangères comment nous pourrions redynamiser cette grande commission mixte RDC-Sénégal. Le Sénégal utilise la cotonnade sénégalaise, il s'habille en produits sénégalais, il consomme sénégalais, ils importent rarement. Le gouvernement congolais est plus que déterminé pour accroître ses échanges avec le Sénégal, a déclaré de ce côté le ministre du Commerce extérieur. Fini la grève de transporteurs de produits pétroliers sur l'axe routier Bunia-Mahagi de la route nationale numéro 27, grâce à un compromis qui a été trouvé entre une délégation dépêchée à Mahagi par le gouverneur militaire d'Ituri et les transporteurs de produits pétroliers. C'était à l'issue des échanges tenus du 12 au 13 mars 2026. L'objectif pour améliorer et de voir le prix du carburant baisser et stabiliser l'économie provinciale.
À l'issue des échanges avec les responsables de différents secteurs, un consensus a été trouvé, ouvrant la voie à la reprise des activités du transport dans la zone. Pour les transporteurs, les discussions ont permis de lever plusieurs points de blocage. Nous étions dans les discussions, avis de trouver une solution sur la situation sécuritaire qui nous concerne. Et maintenant, nous attendons l'ordre des autorités pour quitter Mahagi à destination de Bunia. Du côté des opérateurs du secteur pétrolier, les perspectives sont également encourageantes. Selon eux, les mesures envisagées pourraient avoir un impact positif sur le prix du carburant dans la zone. Aujourd'hui, on a décanté la situation et en principe, nous avons résolu. Je crois qu'à partir de demain ou le lendemain, le prix va baisser. Pour les opérateurs économiques, la résolution de cette crise était essentielle afin d'éviter un ralentissement prolongé des activités commerciales. La situation est décantée. D'ici là, il y aura les camions qui vont commencer à quitter à partir d'aujourd'hui et rejoindre la ville de Bunia. Et ça montre combien de fois l'excellence, monsieur le gouverneur, a les soucis des opérateurs économiques aussi. Et pour ce qui est de ces transporteurs étrangers, les messages pour eux, ils doivent se soumettre aussi à la réglementation de notre pays. La délégation provinciale dépêchée à Mahagi comprenait notamment les commissaires divisionnaires Ngoï Singulakio ainsi que le directeur adjoint en charge de l'économie et finances Dieudonné Omasombo. Leur mission, rétablir le dialogue entre les acteurs et trouver une solution durable à cette crise. Avec cet accord, les autorités provinciales espèrent désormais une reprise normale du transport et des activités économiques dans les territoires de Mahagi. Une évolution attendue par la population et les opérateurs économiques de la province de l'Ituri. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi.